RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Louis, ce matin, largement consacré et même entièrement consacré aux 50 ans de la loi Veil. Comment parler de l'IVG 50 ans après ? Oui, c'est la question qu'on a choisi de se poser avec peut-être deux attaques, deux angles. Le sujet sociétal qui nous permet de faire un état des lieux de l'IVG en France et puis de comprendre 50 ans après où en est ce sujet et comment en parler. Et puis le sujet ecclésial, comment évoluent les mentalités, est-ce toujours une ligne blanche, comment l'Église peut-elle se positionner. Le pape François a des mots extrêmement directs sur le sujet, comme on a pu l'entendre en Belgique notamment. Et donc ce sont ces deux axes de réflexion qui vont nous guider ce matin. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Pascale Morinière. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste, présidente des associations familiales catholiques. Vous êtes avec nous chaque mardi matin à 6h44 très précisément. Anne-Marie Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, universitaire, théologienne, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Bienvenue dans le débat du jour. Réforme sociétale majeure, la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse. IVG, l'autre nom de l'avortement, a été assouplie à plusieurs reprises depuis sa promulgation le 17 janvier 1975. Au départ, la loi suspendait initialement la pénalisation de l'avortement pour 5 ans. Et puis les choses ont évolué comme on le sait. Le texte a été pérennisé ensuite en 1979. L'IVG ne pouvait être pratiquée alors que dans un délai de 10 semaines de grossesse par un médecin habilité. Puis tous les verrous vont successivement sauter jusqu'à la situation que l'on connaît aujourd'hui avec 243 623 IVG pratiqués en 2023. C'est un record en France. On oscillait jusqu'à présent autour de 220 000 avortements par an. En France, les femmes de 25 à 29 ans ont le plus recours à l'avortement. Alors pourquoi en parler aujourd'hui ? Alors pourquoi ? Et puis surtout comment ? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités, Pascale Morinière et Anne-Marie Pelletier. Est-ce qu'une parole est encore audible sur le sujet, Pascale Morinière ? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit les débats et quand on voit les tentatives pour museler toute autre parole qui n'irait pas dans le sens est-ce qu'on peut encore interroger déjà l'avortement lui-même, mais aussi travailler sur les causes de l'avortement, travailler sur les conséquences de l'avortement, comparer aussi par rapport aux pays voisins, parce que ça nous pose une question de voir que les Allemands par exemple sont autour de 90 000, 100 000 avortements alors qu'ils sont 18 millions de plus que nous. Ça diminue régulièrement dans pratiquement tous les pays européens. On sait l'expliquer, ça, cette différence très importante. Alors oui, ils ont une législation beaucoup plus restrictive que la nôtre. Les pays européens où ça ne baisse pas, c'est l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France. La France est recordman européen pour l'IVG. Et donc ça devrait nous encourager à débattre et à nous poser des questions. Votre question, Pierre-Hugues, pourquoi est-ce que on évolue de cette manière-là ? Or, aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on ose poser ce type de questions, on est réduit, on est mis au pilori médiatique, on est réduit à un conservateur extrême, d'extrême droite si possible. Voilà. Et alors que c'est un problème de santé publique et on devrait pouvoir en parler de cette manière-là. Anne-Marie Pelletier. Oui, bien sûr. Infiniment d'accord avec Pascale Morinière, on devrait pouvoir en parler, il faut en parler, mais peut-on en parler ? La question se pose, parce que bien sûr, il y a la situation française qui nous concerne immédiatement, que nous avons à interroger, mais tout ça se met à résonner dans l'actualité du monde, et nous savons bien aujourd'hui que cette question de l'avortement est un enjeu politique majeur. Et donc, nous savons, en regardant du côté des États-Unis ce qui se passe aujourd'hui, que si M. Trump a été élu, c'est quand même aussi en partie en référence à cette affaire-là. Nous voyons autour de nous des États, comme on dit, illibéraux, qui aujourd'hui s'inscrivent en faux contre toute législation favorable. En France, ça n'est pas un débat. Aucun parti politique ne met le sujet de l'avortement dans son programme. Oui, alors d'accord, mais il n'empêche que ce que nous disons aujourd'hui résonne dans cet univers-là et donne une note encore un peu plus passionnelle à un sujet qui l'est d'emblée. Ça s'est hystérisé dans les années qui ont précédé ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait l'omerta sur l'avortement, elle
Elle remonte à beaucoup plus loin que l'accession au pouvoir de Donald Trump. Oui. Mais il se trouve que aujourd'hui, ça s'hystérise à cause de ça, encore plus. Pas seulement. Pourquoi est-ce que cette question est tellement sensible? Il faudra peut-être que l'on en débatte. C'est ça le sujet, en fait, Pascale Morinière. Moi, je crois que cette question est sensible parce que quand environ une femme sur 3 ou 4, je ne sais pas où on en est exactement, a avorté dans sa vie, eh bien, c'est plus un sujet de société, c'est un sujet personnel, et donc c'est un sujet de souffrance. Et dire que remettre ça en débat, c'est aussi, d'une certaine manière, porter un regard critique sur un acte qu'on a pu soi-même porter, que beaucoup de couples ont pu vivre, et donc ça devient très difficile. C'est pas à distance, c'est quelque chose qui nous touche très largement. Oui, c'est un sujet de souffrance. Ouais. Je crois que c'est très important. Vous voyez, les chiffres sont quand même ahurissants, puisque jusque-là, on avait à peu près une IVG sur 4 naissances. Et vous le disiez, Louis, tout à l'heure, vu l'augmentation de l'IVG et la diminution des naissances, on est à j'ai fait le calcul très exact, une IVG pour 2,6 naissances aujourd'hui en France. Donc il y a une espèce d'explosion, c'est endémique, c'est dans toutes les familles ou presque toutes les familles. Je me posais la question d'ailleurs, est-ce que ce sont toutes les femmes qui passent par cette étape-là de la vie, si on considère que le phénomène est massif, ou bien est-ce que ce sont les mêmes femmes qui avortent plusieurs fois et d'autres qui n'avortent pas du tout? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Je ne saurais pas vous répondre avec des chiffres précis, mais de fait, il y a un certain nombre de femmes qui avortent plusieurs fois. Quand on a avorté une fois, on est un peu comme désinhibé, enfin le mot n'est pas exact, mais on a plus tendance à réavorter une deuxième fois. C'est comme... Et pour autant, lorsque, il y a 50 ans, la loi Veil avait été mise en place, ses promoteurs disaient que c'était aussi pour protéger les femmes qui souvent mouraient. Il y avait cette statistique qui disait qu'une femme par jour mourait d'avortement clandestin. Oui, c'est encore dit beaucoup dans le monde entier, avec les conditions sanitaires qui existent dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, en France, c'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, ce que l'on dit beaucoup, c'est il faudrait plus et mieux une meilleure contraception pour moins d'IVG. C'est quand même beaucoup ce qui est dit. Il y a un enjeu, parce que tout à l'heure, vous disiez il faut s'interroger sur les causes et les conséquences. Une des causes, c'est aussi la sensibilisation à la contraception. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de ce qui se passe avec la contraception. On a longtemps cru que plus de contraception ferait moins d'avortements. On continue beaucoup de dire ça. Et même des chercheurs, je pense à Nathalie Bajos qui travaille pour l'INSERM, reconnaissent que plus de contraception ne fait pas moins d'avortements sur une population entière. Parce que tout se passe comme si, quand le verrou de la fécondité ne tient pas, eh bien la femme qui a une grossesse surprise est plus encline à recourir à l'avortement que si elle n'a pas de méthode contraceptive, mais que finalement, elle est enceinte, mais elle va l'accepter. Donc, la pression contraceptive fait augmenter l'avortement. C'est le paradoxe, ça a été décrit comme le paradoxe contraceptif. Comment vous l'analysez, Oui, alors écoutez, moi je voudrais me décaler une seconde fois. J'évoquais la dimension politique de la question, puisque nous faisons mémoire de Simone Veil et de la loi de 75. L'histoire de l'avortement, c'est une histoire de souffrance, disait Pascale Morinière. Et n'oublions pas que c'est cette mémoire de souffrance des femmes dans la relation à la procréation, qui est aussi un élément essentiel. Alors mettre au monde peut mettre la vie d'une femme en danger, pouvait mettre la vie d'une femme en danger, et aujourd'hui encore. Et cette question de la contraception, c'est aussi la question, pardonnez-moi d'utiliser des mots un petit peu impactants, mais c'est aussi l'histoire d'un contrôle du corps des femmes par la société et par les hommes. Toute la législation sur la contraception et sur l'avortement, dans la mesure où c'est l'objet d'une législation nationale, ça signifie que l'État et les hommes dans l'État prétendent réguler la vie des femmes, leur relation à leur corps, leur relation à la vie. Et ça, nous savons très bien que dans les années 70, et c'est toujours encore le cas, ce que l'on appelle les mouvements féministes, il faudrait s'expliquer là-dessus aussi, s'est saisi de la question, justement, comme un enjeu majeur d'une libération des femmes d'un certain carcan.
Est-ce qu'il faut déconstruire le discours sur l'IVG aujourd'hui ? Parce qu'on a un discours très totémique. La constitutionnalisation de l'IVG rend encore plus difficile la parole des femmes sur le sujet. Or, la parole des femmes s'est quand même libérée, par exemple avec MeToo sur les violences qu'elles subissent. Oui, et c'est une chose heureuse. On peut imaginer que les femmes accèdent à une parole quand même là-dessus, non ? Mais c'est ce que nous faisons là. Exactement. Mais Oui. Et comment faire alors ? Je crois que c'est très important que l'on puisse accéder à une parole alors que spontanément c'est un sujet archi-clivant, hein, et que où on est pour ou on est contre. Or, les choses sont plus complexes que cela. Il faut aller sur Expliquez pourquoi c'est plus complexe alors, entre le pour et le contre. Parce que derrière ça, il y a des questions fondamentales sur, je ne sais pas, par exemple, la question du statut de l'embryon. Bon, alors je pense que le médecin a des avis sur le sujet. Moi, je dirais comme théologienne, j'ai envie de dire, regardons les choses d'un petit peu près. Est-ce que l'engendrement est simplement une affaire biologique ? Une affaire de spermatozoïdes et d'ovules. Qu'est-ce qui fait que nous accédons ? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain accède à sa qualité d'humanité ? J'ai un peu l'impression que nous avons une vision souvent très matérialiste, peut-être spécialement dans le monde chrétien, de l'engendrement. Oui, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que l'on accède à notre humanité ? Eh bien, c'est être reconnu, c'est être inséré dans une lignée. Il y a tout un jeu symbolique qui intervient. Anne-Marie Pelletier, que veut dire une vision matérialiste de l'engendrement ? Oui, une vision simplement biologique. Le biologique a toute son importance, mais ce biologique est repris et relayé, doit être relayé par quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus grand et vous y mettez Dieu, c'est ça que vous... J'y mets tout simplement ce que nous disent les psychologues et les psychanalystes, c'est-à-dire que pour faire un homme, il faut effectivement tout le processus biologique, et il faut un peu plus, il faut même beaucoup plus. Et nous savons bien que être reconnu, être accueilli et entrer dans la communication, c'est quelque chose qui nous constitue et qui est fondamental. Et quand ça n'existe pas, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, si j'essaie de décrypter Anne-Marie Pelletier, ça veut dire que, en fait, l'argument biologique ne suffit pas. Et donc, s'il n'y a pas l'aspect humain, la communication, le symbolique, en fait, la biologie, ça sert à rien de venir au monde. J'essaie de résumer votre pensée. Est-ce que c'est ça non, ça sert à rien de venir au monde. J'essaie de comprendre. Nous avons besoin de... Oui, défendons-le. Parce qu'au départ, c'est la biologie, quand même. Bien sûr, mais c'est la biologie en puissance de son accomplissement d'humanité. Donc, je ne suis pas certaine que naître... par pur hasard, par rencontre aléatoire, ce soit quand même l'idéal. Hein. Donc, alors, effectivement, il y a une fécondation qui se produit, mais c'est dès le départ un certain handicap. Hein. Donc, ça veut dire que vous reliez, en fait, la légitimité de la naissance à l'intention, à la pertinence que cette naissance... Quand même, oui, un peu. Et puis ensuite, à la maturation de cet embryon et à l'accueil. Ça fait partie aussi de la maturation. Donc il y a à la fois le statut de l'embryon, à partir de quel moment y a-t-il une personne, et puis le désir d'avoir cet enfant ou de ne pas l'avoir. Pascale Morinière, sur ces deux points. Moi, alors, je m'inscris tout à fait en faux. Ce que vous dites, évidemment, j'aime bien ce que dit Tertullien, 2e siècle, hein, donc c'est pas d'hier. Oui. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. En plus, c'est une belle phrase. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. Et il y a une continuité. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas de discontinuité. Ce qui commence à un moment est la même chose que ce qui continue. Vous savez, en plus, je vais pas jamais témoigner de ça, mais moi, j'ai mis au monde une petite fille à 5 mois de grossesse. Voilà. On m'a demandé si je voulais qu'elle soit réanimée. Eh bien, elle a été réanimée et elle va extrêmement bien aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une expérience physique dans ma chair de ce qu'est un tout petit, de ce qu'est un fœtus qui vient au monde et de ce qu'il peut devenir. Et il y a, de fait, il y a une continuité. De même que chez le vieillard qui n'est plus attendu, désiré nulle part, il a toujours sa dignité, même s'il ne communique plus, même s'il n'est plus en capacité d'interagir avec les autres. Et donc, il y a
je crois qu'il y a soit la mort, soit la vie, mais il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, un espèce voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est ce que nous disent les Écritures. Je vous le dis à vous qui êtes bibliste. Choisis donc la vie. Voilà, la vie est toujours meilleure. Le médecin qui est venu me voir la veille de la naissance de ma fille m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous pensez qui est meilleur ?» Vous savez, quand vous êtes à 5 mois de grossesse et que vous ne savez pas ce qui va advenir, eh bien, heureusement que j'avais les Écritures et je lui ai dit « La vie est toujours meilleure. » La vie est toujours meilleure. On a fait ce pari de la vie et qui était un pari bien heureusement gagnant. Voilà. Moi, j'invite toutes les femmes qui peuvent nous entendre aujourd'hui, même si leur grossesse n'arrive pas au bon moment, même si c'est pas ce qu'il faut, même si le père est plus ou moins présent, à faire ce pari de la vie. La vie, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça n'arrive pas forcément au bon moment, mais c'est toujours une joie, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours l'humanité qui s'agrandit, qui s'accomplit, qui devient meilleure, qui se renouvelle. Il n'y a pas de meilleure nouvelle, ce que dit Hannah Arendt. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que cela, que cette vie qui vient... voilà. Oui, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Bien sûr, c'est un discours splendide et vrai et juste et irrécusable, puisque en plus c'est votre expérience. Simplement, j'ai envie de remarquer que si la naissance c'est cette nouveauté qui ressurgit constamment, etc. Une grossesse qui s'annonce dans une vie de femme, ça peut être un malheur. Et ça, il faut quand même que nous en tenions compte. Il y a des situations où c'est un drame. Et c'est pas simplement... Alors, la vie surprise, comme dit très bien une philosophe qui réfléchit à la naissance, mais ça peut être une très mauvaise surprise. Et tout de même, la loi Veil, c'est le débouché d'une expérience de viol, de viol d'adolescente. Il y a ça aussi. Et aujourd'hui, dans notre monde, Dieu sait si c'est une réalité. Se pose aussi la place des hommes dans le débat, Pascale Morinière. Oui. Là, on parle des femmes et des enfants, mais où sont les hommes ? Je pense qu'ils ont un tout petit peu contribué à ces situations et qu'ils devraient être bien plus impliqués. Ça, c'est un enjeu. Et parfois, nous chrétiens, nous pensons aux mères et aux enfants et pas tellement plus loin. Je le rappelle souvent dans notre mouvement, dans les AFC. Voilà, c'est pas juste une question de mère et d'enfants, c'est une question de famille. Et les pères devraient être plus impliqués dans cette situation. Ça, c'est évident. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La suite du débat du jour, toujours avec Pascale Morinière, la présidente des AFC, et la théologienne Anne-Marie Pelletier, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Même si les hommes doivent s'impliquer sur la question de l'avortement, a-t-on pu entendre dans notre débat, l'avortement est aussi une affaire d'une certaine façon entre les femmes et Dieu. La vie est-elle l'autre nom de Dieu ? D'ailleurs, cette vie qui surgit, cette puissance de vie, est-ce que à travers cette promulgation de la loi Veil, au-delà des questions qui se posaient à l'époque pour les femmes, il y a une idée plus fondamentale que le pape François d'ailleurs souligne quand il parle, et que l'Église utilise le mot extrêmement fort de crime ou de tueur à gages pour les médecins qui pratiquent des avortements. Que faut-il entendre dans cette parole de l'Église par rapport à des questions donc plus fondamentales et l'anthropologie de l'Église sur le sujet ? Pascale Morinière et Anne-Marie Pelletier. Pascale Morinière. L'Église a évolué par rapport au tout début de ce qu'elle pouvait dire, puisque les pères de l'Église au tout début étaient pas, je pense à Saint Augustin, qui pensait que la vie arrivait un petit peu plus tard, au-delà de la conception. Mais maintenant, voilà longtemps que l'Église est très claire sur le sujet pour dire que la vie démarre à son commencement, à sa conception, et ne fait que le rappeler. Donc il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas d'évolution. Ce qui me semble évoluer, en revanche, c'est l'opinion des chrétiens pratiquants, qui sont de plus en plus perméables aux idées de l'époque, aux idées du monde. Ils ne sont pas d'ailleurs, et sont de plus en plus tolérants. Voilà. Donc, il y a quoi le voyez-vous ? Un sondage, je relève un sondage IFOP de 2022 sur la constitutionnalisation de l'IVG. 79% des catholiques pratiquants y étaient favorables, contre 94% des non-chrétiens. Voilà, ce qui est quand même assez... ce qui est éloquent, qui dit la perméabilité à ces idées-là. Donc sans doute aussi un défaut de formation, de compréhension des enjeux. Voilà. Anne-Marie Pelletier. Oui, moi je dirais d'abord que
probablement depuis les premiers siècles, il existe un certain contentieux dans le débat sur l'Église et la vie, et le corps et la sexualité. Donc, tout ça est fort complexe et loin d'être résolu aujourd'hui. Tout ce que nous savons aujourd'hui de l'actualité des abus et des crimes sexuels dans l'Église prouve que nous ne sommes pas complètement au clair avec tout ça. Alors, oui, sur la question de l'avortement, les choses sont claires. C'est un refus péremptoire de l'Église, du magistère. Moi, je dirais que je m'étonne tout de même de ce que le pape François continue à avoir des expressions aussi brutales, que vous évoquiez le tueur à gages. Auparavant, il a été question d'une culture de la mort avec le pape Jean-Paul II. Donc tout ça est très violent. Alors même que le pape François appelle régulièrement à prendre en compte les histoires difficiles, les histoires douloureuses qui existent dans notre société. Or, il y a une histoire douloureuse des femmes dans leur rapport à la sexualité et à l'engendrement. Et l'avortement est censé se présenter comme une solution à l'histoire douloureuse des femmes? Alors, ou est-ce qu'elle complique ou l'aggrave? C'est probablement une mauvaise solution, mais on ne peut pas raisonner, je dirais, sur un mode vraiment évangélique à propos de tout ça, si on ne commence pas par comprendre que, oui, nous nous scandalisons de ce que circule dans notre société actuelle, un slogan comme « Mon corps m'appartient ». Oui, et de fait, je ne peux pas être à l'aise avec ce genre de prétention. Mais rappelons-nous quand même que ces mots-là sont la contrepartie d'une longue histoire dominée par « ton corps m'appartient ». Et donc, c'est ce refus-là, et ça se manifeste par ce contrôle dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors, c'est le refus finalement de cette histoire quand même d'asservissement. Pascale Morinière. Moi, je dirais mon corps, c'est moi. C'est ce qui me semblerait beaucoup plus juste. Oui. Mon corps, c'est moi. Ton corps, c'est toi. Avec cette grande unité entre le corps et ce qu'est la personne. Ce qui va à contrario de la mentalité actuelle qui est plutôt néo-platonicienne, où il y a d'un côté le corps qui est vu comme un objet. Vous parlez même de matériel tout à l'heure, sur le biologique, vu comme un matériau, et puis la personne aurait un véhicule qui est son corps, ou une vitrine sur les réseaux sociaux. Et penser la grande unité de la personne, mon corps c'est moi, c'est aussi ma personne, permet d'avoir une vision beaucoup plus réconciliée avec soi-même, et avec l'engendrement aussi. Voilà, et puis, dans ce que dit le pape, d'abord, il dit parfois les choses de manière brutale pour faire réagir, je pense, mais il ne dit pas toujours. J'ai relevé ses vœux, le 1er janvier dernier. Je demande un engagement ferme à promouvoir le respect de la dignité humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Enseignement classique de l'Église, sans propos. Il n'a pas parlé de sicari, de tueur à gages ou autre. Voilà. Derrière tout ça, je crois qu'il y a la question de la solidarité. C'est-à-dire que c'est pas seulement la femme ou même le couple, c'est que faisons-nous tous, communauté humaine, pour accompagner la vie qui vient. Voilà, comment est-ce qu'on organise notre société ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que, cette jeune femme, ce jeune couple qui est en difficulté, c'est pas le bon moment, qu'est-ce qu'on met en place de manière solidaire ? C'est pas juste ton problème, ton corps et ton problème. Non, c'est le problème, la vie qui vient, c'est le problème de notre communauté, parce que celui qui vient, il sera ensuite intégré dans toute la communauté humaine. Et d'ailleurs, les auditeurs réagissent par mail, notamment sur direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr par mail. Et Elisa nous parle de cette initiative où des mamans souhaitant avorter sont accueillies dans des familles d'accueil jusqu'à l'accouchement, voire bien après, jusqu'à ce qu'elles retrouvent du travail ou finissent leurs études quand elles ne sont plus en détresse. Et ces mamans ne veulent plus avorter puisqu'elles sont accompagnées, dit cette auditrice. Et ça compte, Anne-Marie Pelletier, dans le schéma global sur la question ? Évidemment.
Mais une fois qu'on a dit ça, comment pratiquement, et je dirais institutionnellement, il faut que ce soit institué dans la société, comment envisager cet accueil? Alors ponctuellement, oui, bien sûr, hein, mais dans les cas de viol, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et aujourd'hui, on sait bien que le viol est une arme de guerre. Et voilà. Daniel, Anne-Marie Une arme de Pelletier. guerre. Qu'est-ce que vous voulez dire une arme de guerre? Ah bah, si vous voulez attaquer votre ennemi au cœur de son identité et de sa vie, vous violez les femmes. Anne-Marie Pelletier, je me tourne vers vous parce que Daniel réagit par mail. Elle nous parle de l'âme, Daniel. Elle dit, vous parlez beaucoup du corps dans cette émission, vous ne parlez pas de l'âme. Je vous laisse Qu'est-ce à réagir. dire? Oui, c'est-à-dire la relation de chacun d'entre nous avec la source de la vie et la source profonde de la vie. L'embryon a-t-il une âme Vous êtes membre de l'Académie pontificale pour la vie. Oui. Grand sujet, à partir de quand? On en a beaucoup débattu, toutes sortes d'hypothèses sont possibles. Bon, Mais l'Église a statué sur le sujet de manière définitive aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est à 4 mois? Il y a eu des querelles un peu byzantines sur le sujet. Mais ça ne peut être que des querelles byzantines. On ne peut pas décider qu'à l'instant T. Mais un être humain, c'est un tout. Alors effectivement, on peut considérer que dès sa conception, même si c'est une humanité potentielle, hein, c'est ce que dit Tertullien, hein, mais Pas tout à fait. Pascal Morinière n'est pas d'accord. Non, pas tout à fait. Non, il dit qu'elle est déjà complète, cette humanité. Dans cette courte phrase que j'ai citée tout à l'heure, est déjà complète. Donc, alors moi, je ne suis pas bibliste, c'est vous la théologienne, mais je crois que l'âme est donnée dès la conception. En tout cas, c'est l'enseignement classique de l'Église. Oui. Maintenant, effectivement, on n'ira pas disséquer cet embryon pour... voilà, c'est impossible. Nous Oui, serons trouver sans l'âme. doute dans l'au-delà. oui, enfin, si on évoque la référence biblique, bien entendu, ce sont Oui. deux mondes différents, hein. Les récits de création et notre monde à nous, ce sont deux mondes qui s'ignorent à des années-lumière. Mais il n'empêche que, méfions-nous de ne pas instrumentaliser les Écritures. Ouais. Mais dans le deuxième texte de création, hein, au chapitre 2, on trouve quelque chose de l'ordre d'un délai. Hein. L'homme est d'abord créé avec la terre, Adama, hein, et ensuite... vient une insufflation, qui est l'insufflation de la vie, mais quand il s'agit de l'être humain, cette insufflation, ce souffle, il vient de la bouche même de Dieu. Donc, voilà. Ne tirons pas les textes. Les 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Donc, Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que là-dessus, il y a encore un débat sur le sujet au sein de l'Église? Est-ce que la question de l'IVG, d'ailleurs, suscite encore des débats au sein de l'Église? Ah oui, oui, je pense. Et de quel ordre? j'ai l'impression que non, mais... Bon, tout ça est extraordinairement passionnel. C'est-à-dire que quand on commence à envisager le sujet, on est immédiatement dans être pour ou être contre. Or, je crois qu'il faut consentir à ce que tout ça se vit dans des vies humaines, avec toute la finitude de nos vies, avec les délais du temps et avec des circonstances qui peuvent être compliquées à désintriquer. Alors, selon vous, Anne-Marie Pelletier, quel type de débat, l'avortement, y a-t-il dans l'Église? Quel est le type de débat qu'on peut voir? Le débat, d'une certaine manière, il n'y en a pas au sens où l'avis de l'Église est péremptoire sur le sujet, pas d'avortement. Hein. Mais moi, j'ai envie de relancer les choses en disant, voilà, prenons au sérieux l'invitation du pape à considérer la vie concrète et les situations particulières. Donc vous avez le sentiment que le pape se contredit? Je trouve que sur ce sujet-là, il ne va pas jusqu'au bout. Et quand on pense à ce qui s'est passé en 2009, rappelons-nous, à Recife, vous avez eu ce drame d'une adolescente et même d'une préadolescente, oui, qui s'est trouvée enceinte de jumeaux, si je me souviens bien. Et sa mère fait avorter. Et le violeur, en l'occurrence le beau-père, je crois, n'a pas du tout été inquiété. En revanche, la mère et sa fille ont été excommuniées. Bon.
ce serait quand même bien de repartir de choses comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, Pascal Morinière ? Je crois qu'il faut, on ne peut pas partir des cas particuliers pour faire des lois générales. Voilà, c'est quand même un défaut régulier sur ces questions-là. On ne peut pas... Des pauvres, vous en aurez toujours. Des pêcheurs, vous en aurez toujours. Des cas exceptionnels, vous en aurez toujours. On ne peut pas penser à partir du général, à partir du particulier. Je ne crois pas. En revanche, je crois qu'il faut arrêter d'opposer mère et enfant. Parce que, en fait, on a un débat bloqué. Il y a ceux qui s'opposent à l'avortement sont les tenants de l'enfant. Ceux qui sont pour sont les tenants de la mère. Mère et enfant sont intimement liés dans cette histoire. Et donc, c'est mère et enfant qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, qu'il faut... voilà. Et pourtant, l'un des arguments, c'est de dire que, justement, le corps de l'enfant n'est pas celui de la mère. Et que ce qui justifie et les femmes disent « mon corps l'avortement... m'appartient ». Alors que c'est pas leur corps qu'elles portent, voilà. Donc moi je crois qu'il faut essayer de penser l'un avec l'autre ensemble pour parvenir à avancer et essayer de penser les choses peut-être sous la forme de qu'est-ce qu'on met en place pour aider, d'abord pour prévenir les grossesses indésirées, mais une fois qu'il y a une grossesse imprévue, eh bien qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner ce couple mère-enfant indissociable jusqu'au terme. Et là, il y a beaucoup à faire. Et même dans l'Église, je pense que nous pourrions faire beaucoup plus en termes de soutien, d'accompagnement, d'aide matérielle, humaine. Cette personne témoignait tout à l'heure des accueils dans les familles. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui soit facile, qui soit possible de mettre en place ? Les maisons d'accueil, les aides financières. Oui, mais il n'y a jamais suffisamment. Elles sont pensées, c'est des maisons d'accueil maternelles, même même des maisons publiques. Hein. Elles sont pensées uniquement pour le couple mère-enfant. Il n'y a jamais le père intégré avec. Donc, il y a aussi ça à inventer, des maisons d'accueil pour ces jeunes couples qui sont à la rue et qui ne peuvent pas, pour cette raison-là, accueillir un enfant. Il y a toutes les aides matérielles à mettre en place. Voilà, et puis il y a en amont de tout ça, il y a toute l'éducation. Alors on va arrêter avec les EARS, etc., etc. Moi, je vais juste parler d'éducation à l'amour. Voilà, comment on transmet ça à nos jeunes aujourd'hui, l'éducation à l'amour, pour que ce soit pas un sujet technique, que ce soit pas un sujet comportementaliste, hygiéniste, mais que ce soit une vision globale de la personne, pour que les jeunes puissent entrer dans la vie adulte en pensant la relation sexuelle, non pas comme je te consomme et tu me consommes et je consens à ce que tu me consommes, mais comme nous bâtissons quelque chose ensemble. Là, il y a un champ colossal. Sur la physiologie, il y a énormément à transmettre aux jeunes qui ignorent le fonctionnement de leur cycle. Les jeunes femmes, je parle en tant que médecin généraliste, les jeunes femmes sont sous contraceptifs pratiquement en continu, sauf au moment où elles veulent une grossesse. Elles ignorent le fonctionnement physiologique de leur cycle. Elles ne savent pas qu'elles ne sont fécondes que quelques jours. Elles ne savent pas repérer les jours de fécondité. Elles s'imaginent que pendant les règles, par exemple, on peut avoir des relations sexuelles. Et voilà, il y a plein d'images tout à fait fausses. Donc il y a un énorme travail dans le champ éducatif qui est à développer. Anne-Marie Pelletier. Oui, peut-être deux choses. D'abord, Pascal Morinière, vous évoquiez tout à l'heure des cas particuliers. Évidemment, raisonner sans tenir au cas particulier, extrapoler, c'est tout à fait dangereux. Ce que j'évoquais de cette terrible affaire de Récif, c'est pas seulement un cas particulier. Finalement, le procès de Bobigny en 1972, je crois bien, c'était aussi une configuration un petit peu comparable. Hein. Un viol d'adolescente et c'est ça qui a permis de prendre conscience véritablement du problème et de déboucher sur la loi Veil, hein. Donc oui, complexité des choses, hein. Et puis alors ensuite oui, je réagis à votre seconde idée, l'éducation, bien évidemment, hein. Et ça, aujourd'hui, c'est une urgence, mais c'est aussi une grande difficulté quand on voit comment, même dans nos sociétés européennes, une espèce de machisme s'impose, hein, dans les relations entre hommes et femmes et entre jeunes garçons et jeunes filles. Ça, ça me semble tout à fait essentiel. Comment fait-on pour éduquer cette génération dont on sait par ailleurs, et c'est terrifiant, qu'elle consomme de la pornographie. Donc là, c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être et qu'il faut prendre les moyens, oui, d'enseigner le respect.
Et puis, non pas je te prends, tu me prends, etc., mais je te reçois. Et là, les chrétiens ont quelque chose à dire. Sortir de la vision consumériste. Oui, sortir de la vision consumériste et puis même aller plus loin. Bon, c'est vrai que je fréquente le texte biblique. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement dans ces premières mesures du livre de la Genèse, il est évoqué une présentation de la femme à l'homme et réciproquement. Donc, pour faire du 2 en vérité, là, on nous montre qu'il faut du 3 et qu'il faut recevoir l'autre pour bien entrer en relation avec lui. Donc, tout un programme. Donc, nous avons quelque chose à dire. Donc, veillons à avoir un discours qui ne se disqualifie pas trop d'emblée par sa raideur et par sa brutalité. Le fait de se recevoir l'un l'autre, et donc ce que nous dit Anne-Marie Pelletier, pas de raideur, pas de brutalité sur le sujet. Vous pensez qu'il y a un retour du machisme aussi, Pascale Morinière, que c'est un élément de l'équation aujourd'hui sur l'avortement ? Dans la société, oui, il y a un retour de... Et c'est la culture pornographique qui veut ça. C'est-à-dire que la pornographie donne à voir des viols, donne à voir des abus, donne à voir de la violence des hommes contre les femmes. Dans l'immense majorité des cas, c'est dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait l'éducation sexuelle de beaucoup trop de jeunes aujourd'hui. Vous savez, dans le procès de Mazan, on n'a pas encore cité, mais avec la cinquantaine de prévenus, eh bien, il y en avait une quarantaine, je crois, qui avaient été abusés dans leur 40%, pardon, qui avaient été abusés dans leur jeunesse, et presque tous consommaient de la pornographie. Et donc c'est pas anodin. Alors on a parlé d'une vision. Enfin, les féministes ont beaucoup dit que c'était l'homme blanc, etc., etc. Moi, je crois que c'est surtout de la misère humaine, sexuelle, familiale. Voilà, c'est la misère morale. Et donc oui, la pornographie est endémique et impose sa norme sur les relations entre les garçons et les filles. Et plein de jeunes adolescents entrent mettent en scène ce qu'ils ont vu dans des vidéos pornographiques pour accéder à la sexualité. Mais est-ce qu'ensuite c'est une incitation à l'avortement ? Quel est le lien que vous faites entre les deux ? Alors, entre les deux, c'est vous qui faisiez le lien. C'était le machisme. Moi, je ne faisais pas exactement le lien. Mais bon, c'est le délabrement, finalement, de la relation. Oui. Et l'incapacité à faire accéder à un face-à-face respectueux. À une relation de communion, on peut dire. Oui. Et du coup, au bonheur de la relation. Oui. Eh bien justement, Anne-Marie Pelletier, peut-être sur la place des hommes. Tout à l'heure, il y a eu la pause, donc vous n'avez pas forcément pu réagir aux propos de Pascale Morinière sur la place des hommes. Que dit l'Église aussi sur la place que doit être celle des hommes sur cette question ? Ben, je ne sais pas si elle dit grand-chose, mais en tout cas, elle parle par la bouche d'homme. C'est qu'aussi, quand même, c'est un peu le problème sur la contraception et sur l'avortement par définition. Et c'est ça aussi qui produit cette réaction, alors que l'on stigmatise immédiatement en disant féministe. Mais non, c'est vrai que les femmes ont le droit, sur des questions comme ça, de parler en nom propre et en je, et de faire savoir ce qu'elles vivent et ce qu'elles désirent. Pour autant, Anne-Marie Pelletier, vous faites partie de l'Académie pontificale pour la vie. Vous êtes une femme. Quelque part, on peut dire aussi que l'Église s'exprime par la bouche des femmes. Oui, écoutez, de plus en plus aujourd'hui. Et c'est quand même une très bonne chose. Mais vous estimez que l'avortement a libéré les hommes d'une certaine façon ? Il les a déresponsabilisés encore un petit peu plus. Mais pourquoi les femmes ne le disent-elles pas, ça ? En fait, que l'avortement a beaucoup libéré les hommes, les a déresponsabilisés, parce que finalement, le corps des femmes est perpétuellement disponible. Oui, donc puis la contraception aussi, bien entendu. Commence à le dire, je pense au livre de Marianne Durano, Nos corps ne vous appartiennent pas, qui déconstruit toute cette vision du corps de la femme qui prend une contraception toute sa jeunesse, et puis après ça, qui recourt à la PMA parce qu'il est trop tard. Et donc avec tout le business qui existe derrière. Donc ça a été quand même pas mal montré. Mais je pensais à cela justement dans l'idée de déconstruire le discours sur l'IVG, c'est qu'on axe ce discours uniquement dans l'idée que c'est un droit que les femmes doivent perpétuellement entretenir. On constitutionnalise ce droit et on ne voit peut-être pas que les femmes subissent des injonctions énormes et qu'en fait elles intériorisent une domination à travers ce que l'on fait, ce qu'on leur présente comme un droit. Bien sûr. C'est un effet pervers, non, que vous ressentez ? ressentez ? Bien sûr que c'est un effet pervers. Oui. Bien sûr que oui.
Et c'est pour ça que parler de droit, c'est quand même un peu problématique, hein. Enfin, en tout cas à mes yeux. Parler d'une liberté, c'est déjà tenir un autre discours. Et parler d'une dépénalisation, ça situe aussi dans un autre registre que de brandir un droit dont on va faire un article de la Constitution. C'est-à-dire que vous opposez la loi Veil il y a 50 ans où on dépénalisait l'IVG, oui. Et aujourd'hui on a constitutionnalisé l'IVG. Oui. Pour vous, c'est un passage de l'un à l'autre oui, un peu important. quand même. Oui. Pourquoi ? Parce que dépénaliser, ça laisse la liberté. Hein. Mais je ne peux plus brandir cette liberté comme un droit, alors sur le mode de mon corps m'appartient, effectivement. Hein. Bon, qui est faux. Enfin, c'est pas non, mon corps m'appartient pas. On aurait pu en rester au stade de la dépénalisation. À mon sens, oui, c'est ça qui serait heureux. Hein. Mais tout ça est surdéterminé par tous les débats en circulation dans l'actualité. Je pense aux États-Unis, de nouveau, hein, la dénonciation du décret Roe and Wade qui fait que tout ça flambe de nouveau. Mais on a l'impression que les évangéliques sont plus dynamiques sur le sujet que les catholiques. Vous le ressentez ou... En tout Parce cas, qu'aux États-Unis, c'est beaucoup les évangéliques aussi. Hein. Il y a les catholiques, mais il y a aussi beaucoup les évangéliques. Oui, en tout cas, ils ont une expression qu'on entend plus. C'est plus frontal que... Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais, pardon, Louis, mais je vois l'heure passer. J'aimerais quand même qu'on puisse parler des progrès que nous pourrions faire tous ensemble. Notre communauté humaine, est-ce qu'elle peut s'organiser un petit peu ? Et je pense, entre autres, à ce qui pourrait être fait simplement, c'est de travailler sur les facteurs de risque de recourir à l'avortement. Parce qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas fait. Vous savez, moi, je suis médecin, donc... les problèmes de santé publique, eh bien, on regarde quels sont les facteurs de risque. Exemple, l'hypertension. À un moment, on s'est rendu compte que quand une population consommait trop de sel, eh bien, elle était plus hypertendue. On a diminué le sel, les gens sont moins hypertendus. Il y a toujours des hypertendus, mais moins. Eh bien, je pense que nous devrions faire ce même travail. Quels sont les facteurs de risque de recourir à l'avortement qui, c'est Simone Veil qui disait, est un drame, et restera un drame. Voilà, donc, et dans ces facteurs de risque, on en connaît déjà certains. Hein, la déscolarisation des jeunes filles, par exemple. Elles ont 10 fois plus de risques de recourir à l'avortement. Bon, mais... Et puis il y a certaines populations, certaines circonstances. Ce travail-là, il n'est pas fait. Les pouvoirs publics pourraient le faire pour pouvoir endiguer, limiter ces facteurs de risque et donc diminuer le chiffre de l'avortement. Ce n'est pas normal, je le répète, que les autres pays européens arrivent à faire baisser, l'Italie a fait baisser énormément, de moitié l'avortement, l'Allemagne de 30%. C'est pas normal que nous n'y arrivions pas et que nous soyons les mauvais élèves de l'Europe. Mais il n'y a pas la volonté de le faire en France. Oui, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté, mais on ne toucherait pas à ce droit, voilà, ou à cette liberté, disons-le comme... La question n'est pas là, la question est de faire diminuer, qu'il y ait moins d'avortements, mais même ça, on n'arrive pas à se dire ce serait une bonne chose qu'il y ait moins d'avortements. Alors, des gens comme Israël Nizam, que vous venez de recevoir, le disent, hein, que c'est... Mais c'est encore difficile à entendre. Il y a un blocage mental, culturel. Alors que les femmes, elles ne parlent jamais de gaieté de... Simone Veil, elles ne vont pas le faire de gaieté de cœur. Moi, toutes les femmes que j'ai eues en consultation, aucune ne m'a dit c'était une partie de plaisir, je suis heureuse et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Mais juste jamais. Jamais. C'est un drame, c'est vécu comme un drame, on se souvient de la date. Je me souviens, moi, d'une femme qui avait avorté avant que ce soit légal, qui chaque année, une femme âgée, qui me redisait ça va être l'anniversaire de... Voilà. Oui, c'est... Les femmes le vivent comme ça. Le traumatisme post-avortement n'est pas du tout pris en compte. Non, pas du tout. Alors que y a un sondage qui date maintenant de 2020 qui disait que 73% des Français aimeraient que soit mieux aidés quand un enfant arrive, et 88% insistaient pour qu'on mène des études dans le sens que je viens d'indiquer. Merci beaucoup. Pascale Morinière, médecin généraliste, présidente des associations familiales catholiques, Anne-Marie Pelletier, bibliste, théologienne, faites partie de l'Académie pontificale pour la vie, d'être venus toutes les deux dans le débat du jour pour parler de 50 ans de la loi Veil. Merci Louis Dauphren, merci Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale ce matin.